nous allons nous intéresser à l'action de l'eau sur les couches calcaires, en surface et sous terre. Au fil des millénaires, l'eau transforme certains massifs calcaires en paysages caractérisés par l'enfouissement des eaux de surface. Ces paysages sont appelés paysages karstiques. Voici la répartition des régions karstiques en France. Du plus foncé, zone très karstique, au blanc, zone non karstique. Les travaux des spéléologues nous permettent de comprendre l'évolution du sous-sol. Nous verrons successivement la formation des couches calcaires, l'action de l'eau en surface avec la formation de dolines, de lapiaz et de canyons. Ensuite, nous suivrons le trajet de l'eau sous terre, passant par des puits, des rivières souterraines, des siphons. Enfin, nous verrons la sortie de l'eau par des émergences. La plupart des calcaires résultent du dépôt d'organismes, animaux et végétaux, accumulés au fond de la mer il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Ils contiennent du carbonate de calcium, principal composant des coquilles des organismes marins. Ces dépôts, d'épaisseur variable, ont l'aspect de couches, plus ou moins horizontales, appelées strates. Soumises aux déformations de l'écorce terrestre, les couches calcaires se fissurent et se fracturent. Elles se plissent parfois sous l'effet des énormes pressions générées par les mouvements tectoniques. En traversant la couverture végétale du sol, les eaux de pluie et de ruissellement se chargent en gaz carbonique, appelé dioxyde de carbone, et deviennent acides. Faisons un peu de chimie. Le dioxyde de carbone s'associe à la molécule d'eau pour former de l'acide carbonique. L'acide carbonique contenu dans l'eau attaque le carbonate de calcium et produit de l'hydrogénocarbonate de calcium, très soluble dans l'eau, donc invisible. Ces réactions sont valables dans les deux sens, elles sont dites réversibles. L'eau profite des orifices pour s'introduire dans la couche calcaire, fissures et cassures des strates plutôt verticales d'une part, joints entre les strates plutôt horizontaux d'autre part. Chargée de dioxyde de carbone, elle attaque le carbonate de calcium contenu dans le calcaire. Elle élargit les fissures et crée des entonnoirs appelés dolines. Ces dolines contribuent ensuite à la pénétration des eaux. Ce sont des dolines d'absorption. Voici le début du creusement d'une doline. Lorsqu'il pleut, l'eau coule depuis la gauche et depuis la droite, avant de disparaître dans le sol. Nous voyons bien les strates à travers lesquelles l'eau a élargi un passage avant de le transformer en doline. Le ruissellement des eaux de pluie décape les sols en faisant apparaître les couches calcaires corrodées, appelées lapiaz. Ce lapiaz est couvert de végétation. Au fil de l'attaque du calcaire, cette végétation va disparaître, laissant un lapiaz nu, ciselé avec des arêtes coupantes, des rigoles et des cannelures creusées par le ruissellement lent en surface des eaux acides. Lorsque la pente est forte, ces cannelures deviennent verticales. Lorsque le sol est horizontal, l'eau élargit les fissures. Ces phénomènes s'accentuent avec le temps et la quantité d'eau reçue. Des puits se forment, apparaissent en surface, se creusent. Ils peuvent être profonds de plusieurs dizaines de mètres. L'eau pénètre aussi dans la couche calcaire par des fissures ou des pertes, disparition partielle ou totale d'un cours d'eau aérien par infiltration, dans une cassure ou dans un trou. L'eau agit donc chimiquement, par dissolution, mais aussi mécaniquement, par usure, lorsqu'elle entraîne des particules et galets, ou par le gel,
en faisant éclater la roche. Elle participe ainsi à la formation des canyons pouvant présenter des parcours souterrains. L'eau a ainsi pénétré dans le sol, élargi des fissures, creusé des puits et généré des rivières souterraines. Nous voyons ici une fissure, tout juste pénétrable par l'homme. Là, ce sont des puits, avec des cannelures sur la gauche. Les dimensions sont beaucoup plus importantes. Voici une galerie, creusée alors qu'elle était en permanence pleine d'eau en régime noyé. Maintenant, l'eau s'écoule au fond. Remarquez sur les côtés les joints de strates et au sol le début de la formation d'un trou de serrure. Lorsque la galerie est pleine d'eau, elle est corrodée sur le pourtour. Puis, elle se vide progressivement. L'eau n'attaque plus que le sol, s'enfonce dans la couche calcaire et donne à la galerie cette forme typique. Voici quelques exemples de rivières souterraines. Ces rivières peuvent être tumultueuses, en particulier lors d'une crue. L'action de l'eau sur les parois, essentiellement chimiques, crée des formes spécifiques appelées vagues d'érosion. Leur taille et leur forme nous renseignent sur la vitesse et le sens d'écoulement de la rivière. Plus le courant est rapide, plus les vagues d'érosion sont petites. L'abrupte du creux des vagues d'érosion se trouve vers l'amont du cours d'eau. Les vagues d'érosion se forment aussi au sol ou au plafond, quand la galerie était noyée. Ici, les vagues d'érosion sont beaucoup plus grandes, le courant était beaucoup plus lent. De même, les tourbillons de la rivière peuvent creuser des marmites. Celles-ci peuvent avoir plusieurs mètres de diamètre et de profondeur. L'eau souterraine emprunte parfois des galeries totalement noyées, appelées siphons. De belles vagues d'érosion tapissent les parois de ce siphon. Les travaux des spéléologues nécessitent parfois de plonger pour accéder à la suite de la rivière. Dans certains cas, des lacs souterrains se forment. Les conduits creusés par l'eau ont des formes et des dimensions très variables, allant de fissures non pénétrables par l'homme à des galeries de plusieurs dizaines de mètres de large. Voici plusieurs exemples de galeries. Certaines ont des formes régulières et esthétiques. Remarquez les strates bien visibles sur les parois. Une galerie peut s'élargir jusqu'à former une salle. Lorsqu'une salle est de grande taille, son plafond peut s'effondrer. Lorsque la rivière ne circule plus dans la galerie, les suintements participent alors au concrétionnement. La réaction chimique de dissolution du calcaire est réversible. En perdant,
Par échange avec l'atmosphère, le dioxyde de carbone qu'elles contiennent, les gouttes déposent le carbonate de calcium qu'elles avaient dissous en traversant le sol. Stalactites et stalagmites se forment. Le concrétionnement peut combler parfaitement ou totalement les galeries. Les concrétions sont de formes variées. Ici, ce sont des fistuleuses. Là, une draperie. Des gourds. Et des micro-gourds. Voici une méduse et un buisson d'aragonite. Enfin, l'eau sort par une émergence, emportant avec elle le carbonate de calcium qu'elle transporte. Une sortie au profil parfois majestueux, comme ce porche, et cette vaste galerie. Ou plus modeste, comme cette source. Regardons cette rivière souterraine rejoignant une rivière de surface. Nous sommes à l'étiage, c'est-à-dire en période de basses eaux. Observons le niveau de l'eau à l'orifice de sortie et la couleur des deux rivières. Le rocher est dégagé, les eaux sont claires. Suite à une pluie abondante, la rivière de surface est en crue, boueuse. Près du rocher, le niveau a augmenté. C'est le début de la crue pour la rivière souterraine dont l'eau est encore claire. Plus tard, en surface, la crue se termine. Il y a encore beaucoup d'eau, mais elle est plus claire. L'eau de pluie a traversé le sol, entraîné des sédiments et lessivé des galeries qu'elle ne parcourt pas habituellement. Maintenant, le rocher est presque submergé. La rivière souterraine, toujours en crue, est boueuse. Ainsi, nous avons vu évoluer le paysage au fil des millénaires et apparaître dolines, lapiaz, canyons, puits, galeries, rivières souterraines, siphons, émergences. En résumé, l'eau agit chimiquement et mécaniquement sur le calcaire. L'eau circule dans le calcaire. Le dioxyde de carbone s'associe à l'eau pour former de l'acide carbonique. L'eau, chargée d'acide carbonique, attaque le carbonate de calcium contenu dans le calcaire. L'eau creuse le calcaire et crée des galeries. Le carbonate de calcium est évacué avec l'eau où se dépose et forme des concrétions.